Monsieur le ministre, vous qui êtes à la tête du ministère de l'Économie et des Finances depuis 2017, une longévité exceptionnelle sous la Ve République que je tiens à saluer, vous n'avez jamais manqué les États de la France. Cet engagement à l'égard de notre communauté démontre votre attachement à valoriser sans relâche l'attractivité de notre pays. Certains disent que l'espérance est une insulte à l'instant. Or, c'est bien dans l'action concrète et à chaque instant que vous vous battez pour faire rayonner la France dans le monde, avec succès, comme le montrent les résultats du dernier baromètre EY de l'attractivité, selon lequel la France a conservé en 2020 son rang de première destination des investissements étrangers en Europe, se traduisant par la création de 30 000 emplois. Depuis le premier jour, votre gouvernement a œuvré pour accélérer la transition et la modernisation économique de l'Hexagone, démontrant que la France peut agir avec vigueur, agilité et détermination. Je pense notamment à la loi Pacte, aux efforts menés en faveur de la réindustrialisation du pays, au positionnement sur des secteurs d'avenir comme l'intelligence artificielle, l'hydrogène ou encore les deep tech. En mettant l'innovation et les enjeux environnementaux au cœur de votre projet, vous avez replacé la France en tête dans la course des nations. Durant la crise ensuite, la rapidité avec laquelle la France a su répondre aux inquiétudes des entreprises et l'envergure des dispositifs de soutien déployés ont été reconnus par l'ensemble de nos maisons mères étrangères. Votre action a été saluée tant pour son ampleur que pour son ambition. France Relance n'a pas uniquement vocation à penser les conséquences de la crise, il pose les jalons de la France de demain, il s'inscrit dans l'ambition transformatrice qu'est la vôtre et celle du président. L'action, ce sont les hommes au milieu des circonstances, disait le général de Gaulle. Et vous avez été, monsieur le ministre, en première ligne pour traverser cette période inédite d'incertitude et de complexité. Ensemble, pouvoirs publics et entreprises, nous sommes désormais tournés vers l'avenir pour construire maintenant un monde nouveau, qui est le titre de cette 16e édition des États de la France. La France attire, elle séduit, elle dispose des atouts et des forces pour défendre sa place au podium de l'attractivité en Europe et dans le monde. Et notre communauté, celle des groupes étrangers, y investit, crée des emplois, innove et accompagne les grandes transformations sociétales. C'est ce que nous faisons chez Zurich, aujourd'hui 3e assureur mondial. Au travers de notre politique d'allocation de capital, nous participons à l'émergence de cette finance à impact pour laquelle vous vous engagez au quotidien. Notre action est forte et concrète, puisque nous avons dépassé notre objectif de 5 milliards d'investissements à impact à travers le monde. Et en France, Zurich assure l'ensemble des entreprises du CAC 40, une part importante des petites et moyennes entreprises qui forment le tissu économique du pays.
Nous sommes aussi un investisseur de premier plan, avec 13 milliards d'euros de bons du Trésor et de titres d'entreprises françaises. Aux côtés des pouvoirs publics, les assureurs et plus largement la communauté économique et financière doivent être les moteurs pour impulser des changements à la hauteur des enjeux actuels. Car les investissements d'aujourd'hui créent les équilibres et les déséquilibres dont nous devrons demain assurer l'ensemble des conséquences. Cette crise en est une démonstration sévère. Diriger un pays, c'est fixer un cadre. Et la constance de vos arbitrages a permis la matérialité de principes que nous appelions de nos vœux depuis longtemps. Stabilité, prévisibilité. Mais au-delà, construire un monde nouveau appelle aussi à la diversité, à l'égalité des chances. Autant de sujets qui nécessitent une collaboration publique-privée rapprochée et qui contribueront à valoriser encore l'attractivité de notre pays. Nous sommes honorés de vous accueillir aujourd'hui, Monsieur le Ministre, pour partager les prochaines étapes de votre action, alors que la France s'apprête à prendre la présidence de l'Union européenne. Monsieur le Ministre, je vous cède la parole. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des États de la France. Pardon pour mon retard, mais je rentre du Luxembourg et du Conseil des ministres des Finances européens qui est toujours un peu plus long que prévu. Donc je vais essayer de ne pas vous retenir trop tard à cette heure tardive, mais plutôt de partager quelques convictions, comme je le fais d'habitude, avec vous. L'intitulé de notre réunion, une nouvelle fois, c'est « Les États de la France ». Et si on ouvre la télévision, si on allume sa radio, si on ouvre tout grand les journaux, si on consulte les réseaux sociaux matin, midi et soir, avec cette addiction que donnent parfois les réseaux sociaux, on pourrait avoir le sentiment que ce n'est pas les États de la France, mais que c'est plutôt la France dans tous ses États. À écouter, à lire, à entendre, on aurait le sentiment que la France est sans dessus-dessous, au bord de la crise de nerfs, au bord, disent même certains responsables politiques, qui sont politiques mais pas responsables, de la guerre civile. Je ne sais pas dans quelle France ils vivent. Je ne sais pas qui ils voient, je ne sais pas qui ils fréquentent, je ne sais pas quelles sont leurs intentions. Elles ne sont certainement pas très bonnes. Je veux juste leur rappeler dans leurs excès ce mot de Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et ces excès que j'entends sur le diagnostic de la France desservent ceux qui prétendent la servir. Je sais bien que nous sommes dans une époque où le charlatanisme est à tous les étages, dans le domaine de la science, dans le domaine de la médecine et, hélas, aussi, nous voyons surgir dans la vie politique française des charlatans qui n'ont aucune réponse sur la situation du pays, mais plein d'avis sur sa décadence. Eh bien moi, j'ai un regard radicalement différent sur mon pays, sur notre nation. Je ne supporte plus la manière dont certains accablent la France de tous les maux. Je ne supporte plus tous ceux qui plaident le déclinisme pour mieux servir leurs ambitions politiques. Je ne supporte plus tous ceux qui ne voient pas en face le courage, la résistance, la créativité de nos compatriotes. Je ne supporte plus tous ceux qui rabaissent notre nation alors même qu'elle est en train de réussir. Et je ne supporte plus tous ceux qui jouent avec les peurs, avec les fantasmes, avec les idéologies, avec tout ce qu'il peut y avoir de pire dans l'âme humaine et qui a toujours conduit au pire dans l'histoire des nations et en particulier dans l'histoire européenne. Je demande simplement, puisqu'aujourd'hui nous parlons de l'état de la France, de regarder en face notre nation et de voir à quel point elle sort plus forte, plus grande, sans doute plus solidaire aussi, de la crise qu'elle vient de connaître, qui est une crise sanitaire, morale, économique et financière, qui aurait pu la mettre à genoux et dont elle sort plus forte. Précisément parce que les Français ont tenu bon, que nos compatriotes ont fait preuve de sens de la résistance, qui ne se sont pas laissés emporter ni par la crise sanitaire, ni par la crise économique. Et accessoirement, je le rajoute, parce que nous avons eu
un président de la République qui a su prendre les bonnes décisions au bon moment. Ma conviction, c'est que contrairement à ce que racontent les déclinistes de tout poil, la France va infiniment mieux qu'elle ne le pense. Et que la responsabilité d'un politique est de tirer la nation vers le haut, pas de l'entraîner vers le bas. De viser vers le ciel et certainement pas d'entraîner la France, la nation et les Français plus bas que terre. Oui, la France va infiniment mieux qu'elle ne le pense et je vais vous donner quelques exemples très simples de cette conviction. Il y a un certain nombre de choses qu'il aurait été impensable de dire à cette tribune il y a seulement quelques années, peut-être même quelques mois. Depuis 50 ans, il semblerait que nous soyons condamnés au chômage de masse. Nous sommes en passe de vaincre le chômage de masse dans notre pays. Et je vais vous dire, j'ai la conviction que nous pouvons, en l'espace de quelques mois, peut-être 2 ans, 3 ans, atteindre pour la première fois depuis 1970 le plein emploi en France, comme nos partenaires allemands, comme nos partenaires américains, comme tous nos grands partenaires des pays développés qui ne se sont jamais résignés à avoir un chômage de masse. Jamais résignés à ce à quoi nous nous sommes résignés depuis des décennies, qui est de se dire, quand ça va bien en France, c'est 8% de taux de chômage, et quand ça va mal, c'est 10 ou 11. Nous sommes en passe d'en finir avec le chômage de masse dans notre pays et d'atteindre enfin, comme tous les autres pays développés, le plein emploi. Le plein emploi qui va réconcilier les Français avec eux-mêmes, qui va apporter des réponses aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qui va enfin permettre à tous ceux qui ont passé la cinquantaine, c'est hélas mon cas, de considérer qu'il ne soit pas bon à mettre au rebut, comme on l'a expliqué malheureusement à nos compatriotes depuis maintenant des années, voire des décennies, mais qui peuvent peut-être encore passer 50 ans, être un peu utiles, faire part de leur expérience, partager leur savoir-faire. Donc la France, abonnée au chômage de masse, est en train de sortir de cette situation et de construire le chemin qui va la mener au plein emploi. La France, qui avait un des taux de croissance parmi les plus faibles des pays européens, va atteindre cette année 6% de taux de croissance et avoir un des meilleurs résultats de la zone euro. La France, qui n'investissait pas, est en train d'investir. La France, qui consommait moins, se remet à consommer massivement, beaucoup plus qu'elle ne le faisait en 2019. Et tout cela, je le redis, grâce d'abord aux Français. Et accessoirement, parce que nous avons fait avec la majorité, je salue les parlementaires qui sont présents, avec les premiers ministres successifs, Édouard Philippe, Jean Castex, derrière le président de la République, des choix qui paraissent évidents aujourd'hui, mais qui étaient de vrais paris. Lorsque nous avons décidé en 24 heures de débourser 300 milliards d'euros pour mettre en place des prêts garantis par l'État et sauver les entreprises françaises, croyez-moi, pour un ministre qui essayait désespérément d'économiser 1 million ici, 3 millions là, en disant non, on ne refera pas le grand amphithéâtre de la Sorbonne, d'abord il est en très bon état, donc c'est inutile, donc il n'y a pas d'argent, donc monsieur le recteur, passez votre chemin, le même, en 24 heures, a dû dire vous avez besoin de 300 milliards, les voici. Nous avons fait le choix de mettre en place de l'activité partielle, 35 milliards d'euros par an, on ne l'avait jamais fait en France. On a fait le choix de protéger les petits entrepreneurs, de protéger les restaurateurs, de protéger les indépendants, les artisans, les commerçants, en mettant en place le fonds de solidarité. Tous ces choix aujourd'hui, tout le monde dit « Ah mais c'était bien normal, monsieur le maire. Tout le monde aurait fait la même chose à votre place. » J'en suis pas certain. Nous avons eu le courage, derrière Emmanuel Macron, de changer notre logiciel en 48 heures et de nous dire « Le temps de la protection est venu ». Et nous allons protéger les Français contre les conséquences de cette crise économique. Résultat, la France, qui devrait être plus bas que terre aujourd'hui, sort plus forte de cette crise. C'est pour moi la première illustration de notre capacité à rebondir et à sortir plus fort des épreuves. Car ce qui caractérise notre nation, c'est qu'elle sort toujours plus forte des épreuves que l'histoire lui inflige. Et cette histoire de la crise économique, la plus grave depuis 1929, montrera à nouveau que la France sort plus forte des épreuves qu'elle a affrontées. Deuxième exemple que je pourrais donner, et je m'en tiens uniquement au champ économique pour ne pas vous retenir ce soir jusqu'à 22 heures, nos fameuses start-up.
Il y avait une vérité qu'on répétait comme ça, matin, midi et soir, qui était de dire « mais les start-up françaises, c'est absolument formidable, elles se créent en France et elles se développent aux États-Unis. » Donc on investit sur des pépites technologiques qui ensuite sont rachetées à vil prix par les Américains qui en font des grandes entreprises de taille intermédiaire, voire des champions industriels. En gros, pour parler en bon français, on est les champions des start-up, mais on est minable sur le scale-up. Et on n'aura jamais de licorne, et c'est les Britanniques qui en auront, et les grandes capitalisations des start-up, c'est fini, on n'y arrivera jamais, pardon. Nous aurons 25 licornes au minimum en 2025. Nous sommes en train de réussir la montée en puissance de nos start-up. Nous avons un problème, nous l'avons réglé, et c'est bien ça la politique. C'est pas jouer avec les peurs des Français, c'est pas alimenter des fantasmes, c'est pas démultiplier les problèmes comme s'ils devenaient insurmontables, c'est pas de faire de petits problèmes des Himalayas politiques, c'est prendre un sujet, voir la difficulté et la régler. Nous avions un problème de financement de nos start-up, nous l'avons réglé, nous aurons des licornes et nous réussirons pas aussi bien, mieux que nos partenaires européens en matière de montée en puissance de nos start-up. Troisième exemple, je serais venu ici il y a quelques années, peut-être même quelques mois, pour vous dire la France est devenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Vous auriez dit, on a invité un comique ce soir. Tellement les Français ont le sentiment qu'ils valent moins que ce qu'ils valent en réalité. Tellement on a cessé d'accabler dans une espèce de psychologie difficile à comprendre, peut-être héritée d'ailleurs d'un modèle éducatif que je considère comme complètement dépassé, qui consiste à accabler les enfants de reproches. Fais pas ci, fais pas ça, comme dirait le chanteur. Tu te débrouilles mal, t'as pas réussi, t'es nul, t'es mauvais. À force, on intègre ça, que oui, on est nul. Oui, on est mauvais. Oui, on ne peut pas réussir. Oui, on va échouer. Oui, c'est foutu. Et c'est votre responsabilité à vous, les élites, votre responsabilité, les chefs d'entreprise, votre responsabilité, les enseignants, les chercheurs, notre responsabilité à nous, les politiques, de dire aux Français, vous valez infiniment mieux que ce qu'on vous dit et vous pouvez réussir aussi bien, si ce n'est mieux que les autres nations. Vous êtes devenus en 5 ans la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe. Ça n'est pas rien. Et c'est à vous que vous le devez, tout simplement parce que vous êtes un grand peuple et une grande nation. Croyez-moi, je crois davantage à ce discours qu'à tous les discours défaitistes que j'entends. Le camp de la capitulation n'a pas sa place dans la vie politique française. Quatrième exemple que je donnerai, celui de l'industrie. On nous expliquait qu'il était impossible de recréer des emplois industriels dans notre pays. C'est vrai qu'on revient de loin. Quand on regarde cet échec collectif, en 20 ans, être passé de 18-20% de part de l'industrie dans la richesse nationale pour en arriver à 11-12%, triste bilan. Au moment même où l'Allemagne restait à 20 et l'Italie restait aux alentours de 18. Quel échec collectif! Mais là aussi, plutôt que de se lamenter, de dire les délocalisations industrielles, c'est absolument irrémédiable, on ne peut plus remonter la pente, c'est trop tard, c'est trop dur, c'est trop loin, c'est trop difficile. Il faut regarder les problèmes qui se posent. On a un problème d'attractivité, nous l'avons réglé. Il y a un problème de stabilité fiscale, ça a été mentionné tout à l'heure. Oui, nous l'avons réglé. Et vous savez, dans mon métier, il faut savoir être un peu stupide et borné. Il ne faut pas vouloir être trop intelligent. Nous avons des impôts qui sont les plus élevés de tous les pays développés. Donc la seule bonne voie, c'est de les réduire. Et on peut me proposer toutes les solutions les plus imaginatives, intelligentes du monde. Moi, je dis, désolé, je suis sans doute un peu ras de la casquette, bas du bonnet, mais il y a un truc que j'ai compris, c'est que les impôts des Français, il valait mieux les baisser et continuer à les baisser. Et que les impôts des entreprises, notamment des entreprises industrielles, quand ils sont pour les impôts de production 7 fois plus élevés que nos voisins allemands, il ne faut pas s'étonner qu'une industrie, quand elle va chercher une implantation, dise « désolé, on vous aime bien, vous les Français, c'est sympathique, on boit bien, il y a des bons bistrots, c'est attractif, on est quand même mieux à Paris qu'à Francfort, reconnaissons-le.
Pour la vie nocturne, c'est un peu plus attractif, pour nos enfants aussi, mais avec des impôts de production 7 fois plus élevés, on voudrait bien, on ne peut pas. Nous avons réduit les impôts de production. On nous dit ensuite, votre formation n'est pas bonne. On a amélioré la formation. On nous explique qu'en matière de recherche, il faut impérativement développer le soutien à l'innovation et à la recherche. J'ai maintenu, contre vents et marées, un crédit impôt et recherche dont tout le monde m'a expliqué par A plus B que ça n'allait pas, il fallait le modifier, il fallait le changer. Non, nous gardons notre crédit impôt recherche. Résultat, pour la première fois depuis 10 ans, nous avons recréé des emplois industriels dans notre pays. Impossible n'est pas français. Et ce petit dicton, parfois tellement calvaudé, en matière de relocalisation industrielle, nous avons montré avec la majorité et avec le président de la République que c'était une réalité. Donc la France va mieux qu'elle ne le pense. Et en vous apportant ces 4 exemples, le chômage de masse, on va s'en débarrasser. La question de la montée en puissance de nos start-up, c'est réglé. La question de l'attractivité, nous sommes le pays le plus attractif en Europe. La question de l'industrie, nous commençons à recréer des emplois industriels. Je pense que c'est la preuve tangible que l'état de la France n'est pas celui que l'on dit. En revanche, si on veut être crédible, il faut savoir reconnaître là où sont les vrais problèmes. Et se dire, mais pour continuer dans ce chemin-là, qu'est-ce qu'il nous reste comme chemin à parcourir? Là aussi, je m'en tiens à l'économie et aux finances, même si je brûle de vous parler d'autres sujets, mais je vais m'en tenir à mon domaine de compétences, il est suffisamment large comme cela. Oui, il reste un certain nombre de sujets économiques, financiers à régler devant nous si nous voulons rester cette grande puissance économique mondiale que nous voulons être au XXIe siècle. J'en vois au moins 3. Le premier sujet, c'est de garantir notre indépendance technologique et donc de renouveler les filières industrielles françaises. Ne nous reposons pas sur nos acquis. Ne nous reposons pas sur nos lauriers. C'est vrai que nous avons des grandes filières industrielles prestigieuses qui représentent quasiment 85% de nos exportations. C'est l'agroalimentaire et en particulier la viticulture, c'est l'aéronautique et en particulier Airbus, c'est la pharmacie avec quelques champions mondiaux. Ces secteurs-là tirent la balance commerciale extérieure. Et je rajoute évidemment le luxe où nous avons 2 champions mondiaux que chacun connaît bien et qui réussissent exceptionnellement bien. Le drame, c'est que c'est les mêmes depuis 20 ans. Donc il va falloir renouveler cela et investir sur de nouvelles filières. Et c'est d'autant plus important que sans investissement, sans maîtrise de cette technologie, il n'y aura pas d'indépendance politique. Là aussi, je reviens à tous ceux qui proclament matin, midi et soir qu'il faut défendre l'indépendance de la nation française, la souveraineté française, mais qu'ils se mettent une chose dans la tête. Il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté technologique. Et ça ne sert à rien de parler de souveraineté politique si vos portables sont aux mains avec leurs données des agences américaines, si lorsque vous sortez, que vous prenez votre voiture électrique, les batteries viennent de Chine, si vous allumez votre poste, les satellites sont chinois, et si vous voulez lancer un satellite de télécommunication, vous avez besoin d'un lanceur allemand, italien ou russe. Ça, ce n'est pas de l'indépendance politique, c'est de la vassalisation. Si nous voulons être indépendants politiquement, nous devons être indépendants technologiquement. Je vous donne un tout dernier exemple. On a une très belle industrie automobile. Elle tourne à 50% de ses capacités aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de semi-conducteurs. Et qu'aujourd'hui, ça devient plus difficile de trouver des semi-conducteurs dans le monde que des truffes dans le Périgord à la haute saison. C'est aussi précieux, c'est aussi rare, c'est légèrement moins bon. Mais c'est une rareté totale sur laquelle, évidemment, tout le monde se précipite. Mais si vous voulez avoir une industrie automobile indépendante, avec des chaînes de production, des voitures qui sortent, des voitures qui se vendent, il faut avoir des semi-conducteurs. Dans un ABS, 400 semi-conducteurs. Dans une pédale de frein, 2000. Dans une voiture, 10 000. Si vous ne produisez pas vous-même vos semi-conducteurs, vous n'êtes pas indépendant industriellement. Donc c'est un premier axe sur lequel nous devons
mettre le paquet dans les années qui viennent. J'ajoute un tout dernier point sur ce sujet, c'est qu'il n'y a pas d'innovation sans risque et qu'il faut que la France retrouve le goût du risque. La précaution excessive, c'est la mort de l'esprit de conquête français. La France doit retrouver le goût du risque. Jamais Pasteur n'aurait découvert le vaccin contre la rage s'il n'avait pas pris des risques. Jamais il n'y aurait eu d'aéronautique française si Blériot ne s'était pas engagé à bord d'un coucou volant au-dessus du premier aérodrome français. Jamais il y aurait eu d'industrie automobile s'il n'y avait pas eu un André Citroën pour bâtir des véhicules avec des technologies radicalement nouvelles et risquées. Nous devons retrouver le goût du risque. Le risque mesuré, le risque réfléchi, mais le risque qui fait avancer, le risque qui force les portes de l'avenir, le risque qui force les portes de la réalité. Nous devons investir, par exemple, massivement dans le quantique. Je suis comme tout le monde, je ne comprends rien au calcul quantique, mais rien de rien. Je suis spécialiste de Marcel Proust, ça ne me prédispose pas vraiment à être spécialiste du calcul quantique. Mais j'ai quand même réussi à comprendre à quel point c'était important. Donc je lis des livres sur le calcul quantique, je discute avec des chercheurs pour comprendre à quel point c'est essentiel, à quel point on pouvoir regarder la réalité d'une manière radicalement différente de ce que nous voyons. Et c'est fascinant, c'est passionnant de découvrir que la réalité peut être radicalement autre que ce que nous pensons. Et que la vraie question n'est plus celle que posait Newton. Pourquoi est-ce que la pomme tombe ? À cause de la loi de la gravité, nous répond Newton. Mais que la question que pose le calcul quantique et la physique quantique est encore plus fascinante. Où est-ce que la pomme tombe ? Où tombe un objet quand il tombe ? Il y a toujours quelque chose pour l'arrêter, mais s'il n'y avait pas quelque chose pour l'arrêter, où tomberait la réalité quand elle tombe ? Voilà la question que pose la physique quantique. Et voilà le risque que doit prendre l'intelligence française, si elle veut être fidèle à sa culture, d'aller au bout de cette interrogation pour essayer de trouver les premiers dans le monde la réponse à cette question, où tombe un objet quand il tombe. Vous voyez que ça me fait plus plaisir que de vous parler d'économie. Mais je reviens à mon sujet. Deuxième grand chantier, je serai très bref là-dessus, mais c'est un sujet majeur, c'est la formation. Il faut investir, innover, forcer les portes du réel, maîtriser de nouvelles technologies, ouvrir de nouvelles filières industrielles, mais il faut aussi former les salariés qui vont avoir à travailler dans ces nouvelles filières industrielles. Et là-dessus, croyez-moi, on a encore un gros travail à faire. Enfin, je m'en voudrais, je ne remplirais pas mon office si je ne le disais pas, il y a un troisième problème qu'il faudra bien régler un jour. J'en reviens à la rénovation de ce magnifique amphithéâtre, c'est celui des finances publiques. Il n'y a pas de nation puissante dans le désordre de ses finances. Il n'y a pas de nation solide dans la mauvaise maîtrise de ses finances publiques. Il n'y a pas de sécurité pour un peuple sans des réserves dans le trésor public. Je ne sais pas ce que je ferai dans quelques mois. Je sais qu'à un moment, dans l'année qui vient, sans doute, une fois que nous aurons consolidé la reprise, une fois que nous aurons achevé la relance et engagé des investissements que prépare le président de la République, il faudra rétablir les finances publiques avec calme, avec fermeté et dans la transparence la plus totale avec les Français. N'en faisons pas, là encore, une montagne. Rétablir les finances publiques, c'est voir le problème, le mesurer et lui apporter des solutions. Nous approchons des 120% de dette publique. Très bien. Nous ne le subissons pas, c'est un choix que nous avons fait, qui était le choix de protéger les salariés, 35 milliards d'euros. Le choix de protéger les plus petites entreprises et les plus modestes, 35 milliards d'euros. Le choix d'apporter de la trésorerie aux entreprises, 300 milliards d'euros. Et ça coûte moins cher de protéger que de réparer. Donc ne faisons pas de ces 120% de dette publique un drame monumental et insurmontable. C'est un choix politique que nous avons fait et qui est infiniment moins coûteux que ce que nous aurait coûté une crise économique subie qui aurait entraîné une crise sociale et inéluctablement une crise politique.
Nous avons maintenant cette dette. Il faut évidemment la réduire. On ne va pas rester avec 120% de dette publique encore pendant 10 ans. Il faut évidemment la rembourser aussi. Comment voulez-vous qu'on soit attractif pour nos créanciers si je leur explique, attendez, je ne l'ai pas précisé au passage, je suis ministre des Finances, je vous ai emprunté de l'argent, mais je ne vous le rembourserai jamais. Là, il y a fort à parier que l'attractivité de la France pourrait chuter brutalement. Ensuite, il faut expliquer comment est-ce que nous faisons. On va le faire par 3 moyens. Et on va le faire sur des délais qui seront 2027 pour revenir sous les 3% de dette publique et 2042 pour le remboursement et l'amortissement de la dette Covid. Des délais, un calendrier, une méthode et des instruments. Premier instrument, c'est la croissance. C'est bien pour ça que notre premier choix, c'est d'abord de relancer et d'investir. Parce que ce qui permet de réduire le plus vite la dette publique, c'est évidemment d'avoir une croissance la plus forte possible. Parce que plus vous avez un dénominateur élevé, plus la dette publique se réduit par rapport à ce dénominateur, c'est-à-dire par rapport à la richesse nationale. C'est le premier choix stratégique que nous faisons, augmenter le niveau de croissance français. Relance et investissement. Le deuxième instrument, là aussi nous avons joué carte sur table avec Emmanuel Macron, c'est les réformes de structure. C'est changer un certain nombre de choses dans nos grandes politiques publiques pour réduire la dette. La réforme de l'assurance chômage, nous l'avons dit, nous le faisons. Elle est en vigueur depuis le 1er octobre. La réforme des retraites, là aussi le président de la République a été très clair. Je l'ai été depuis des mois et des mois, elle est nécessaire. Et elle se fera en temps utile. Elle se fera parce qu'il est indispensable que nous travaillions tous collectivement davantage, que les jeunes rentrent plus vite et plus rapidement sur le marché du travail, que les plus de 50 ans puissent y rester plus longtemps, pour augmenter notre volume global de travail, financer notre régime de retraite par répartition et garantir le niveau de vie des générations qui viennent. C'est ça notre responsabilité. Alors pas la peine de pousser les curseurs le plus loin possible, je pense que ce n'est pas nécessaire. Il faut juste déplacer un peu pour que nous garantissions notre régime de retraite et que nous garantissions le niveau de vie. C'est le deuxième instrument des réformes de structure. Et puis il y en a un troisième auquel je crois profondément parce que j'en suis à mon 5e budget, que j'ai passé beaucoup de temps. Dans le fond, j'aurais éculé mes fonds de pantalon sur 2 types de bancs, ceux de la Sorbonne et ceux de l'Assemblée nationale. Parce que je peux vous dire que la procédure budgétaire, c'est long, très long, trop long. Mais tant qu'à faire, quitte à passer beaucoup de temps à examiner le budget, autant que ce soit efficace. Si on veut que ce soit efficace, il faut une règle d'or. Et il faut que cette règle d'or soit constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y ait une limite sur 5 années à l'ensemble des dépenses que vous pouvez engager. Et je pense que cette mesure est profondément démocratique, parce qu'elle va nous obliger à faire des choix, nous les élus. On ne nous interdit pas de faire des choix avec une règle d'or, une règle constitutionnelle qui fixe un plafond de dépenses sur 5 ans. On nous oblige à faire des choix. Parce que sinon, évidemment, chaque année, quand on examine le budget, tout est prioritaire. L'hôpital est prioritaire, l'école est prioritaire, l'université est prioritaire, la recherche est prioritaire, la sécurité est prioritaire, les pompiers, les policiers, les gendarmes sont prioritaires, les militaires sont prioritaires. Et comme tout est prioritaire, il y a une chose qui ne l'est pas, c'est la réduction de la dépense. Donc si nous voulons y arriver, je vous confirme, comme ministre des Finances, avec l'expérience qui est la mienne, qu'il faut que nous fixions un plafond de dépenses pluriannuelles qui ait valeur constitutionnelle et dont nous ne puissions nous affranchir qu'en cas de crise exceptionnelle, comme pendant la crise du Covid. Voilà 3 problèmes qui restent à régler devant nous. De nouvelles filières technologiques, une meilleure formation, l'assainissement progressif de nos finances publiques. Vous voyez, pour terminer et pour revenir aux États de la France, que ce que je vous propose, c'est 2 choses très simples. D'abord, c'est regarder la France différemment de la manière dont trop de commentateurs, trop de responsables politiques la présentent. La France est grande. La France est belle. La France réussit.
Nos compatriotes se donnent un mal de chien pour la faire marcher, la faire tourner, l'élever, la tirer vers le haut. Qui serions-nous, nous les responsables politiques, si tous ces efforts, nous les sanctionnions d'un « vous n'y arriverez jamais, c'est foutu, c'est fini, c'est le déclin ». Quelle honte! Quelle insulte vis-à-vis des Français! Changeons le regard que nous portons sur l'état de la France. Regardons-la telle qu'elle est, avec ses faiblesses, oui, ses difficultés, oui, comme tout le monde, comme une personne, comme un être humain, mais avec des siècles d'histoire derrière elle, des siècles de mémoire, des ressources, des réserves, des capacités de résistance qui sont exceptionnelles et que nous devons valoriser. Deuxième chose que je viens vous dire ce soir, c'est qu'il faut une nouvelle méthode politique et que la France ne se grandit pas à céder systématiquement à la querelle, à la passion et à l'outrance. On ne construit rien dans l'outrance, ni dans sa vie personnelle, ni dans sa vie familiale, ni dans sa vie politique. Les problèmes, il faut les regarder en face. Ni les réduire, ni en faire des montagnes. Il faut se mettre d'accord sur ce que sont réellement les problèmes français pour y apporter des solutions réelles. Il faut une méthode politique qui soit plus sereine, plus avisée, plus généreuse, plus respectueuse des Français et plus respectueuse de ce qu'est la nation française. Personne qui exerce un pouvoir en France ne doit jamais oublier qu'il est dépositaire de siècles d'histoire et de siècles de mémoire. Personne ne doit oublier qu'il y avait un étudiant ici qui s'appelait Joachim du Bellay et qui parlait de la France comme la mère des arts, des armes et des lois. Ce qui m'a toujours fasciné dans ce simple vers, c'est pas simplement qu'il résumait effectivement notre culture, les arts parce que nous sommes d'abord un peuple de culture, les armes parce que nous sommes une grande puissance, les lois parce que nous croyons au droit. Mais ce n'est pas ça qui me va toujours le plus fasciner dans ce vers. C'est France, mère des arts, des armes et des lois. C'est à quel point tout cela sonne juste, sonne équilibré, sonne simple. Bien, c'est ce que je vous demande de retrouver en parlant des États de la France. De la justesse, de la simplicité, de l'équilibre. Merci à tous.